Daniel Salnave, je commencerai, puisque nous allons parler de la langue et de la grammaire, si essentielle, par ce mot, cette petite phrase de Kateb Yassine: on peut faire de la langue une prise de guerre. Il semblerait que chez vous, la langue a toujours été, pour vous, et les autres, en particulier, les dominés, qu'on appelait au XIXe siècle le peuple, la langue comme prise de guerre. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ça n'allait pas de soi, la manière dont j'avais, depuis ma plus petite enfance, depuis les plus lointains souvenirs, vécu ce rapport, pour parler de façon vraiment un peu molle, dont je suis pas fière, ce rapport à la langue. Je dis ça un peu mou, mais c'est pas plus mal parce que ça peut intégrer des choses extrêmement différentes. J'ai ce sentiment, j'ai dit que combien compte ce monde sensible, rural, vigneron, ligérien dans lequel je suis né. J'ai dit aussi ce monde de l'école, de la classe, de mes parents. Mais tout cela n'est rien, enfin si, tout cela n'est que avec le sentiment profond d'avoir été à peine né, plongé dans un océan de langage dans lequel je pourrais immédiatement me mouvoir, comme on serait plongé dans de l'eau et on saurait nager, peut-être d'ailleurs c'est le cas des enfants nouveau-nés, on saurait nager immédiatement. Et souvent quand je vois des images d'évolution tellement belles et poétiques d'animaux marins dans l'immensité des profondeurs, se retournant, etc., je me dis que c'est ainsi que j'ai vécu le rapport avec la langue. Et je dirais pas avec les mots. Je suis toujours très très agacée quand on me dit « Ah, j'ai l'amour des mots, il faut donner aux enfants l'amour des mots ». C'est pas des mots qu'il faut donner l'amour, mais des phrases. Ce qui est l'océan dans lequel nous sommes plongés n'est pas seulement un océan de mots, car des mots côte à côte, ça ne fait rien. Il faut que les mots soient en rapport, mis en rapport les uns par rapport aux autres. Donc c'est l'océan de la langue, l'océan des phrases. J'ai un souvenir très ancien dont que j'ai parfois du mal à décrire. Quand je lisais beaucoup un auteur que je lisais enfant, c'est pas forcément des très grands auteurs, je lisais un peu tout ce qui me tombait sous la main. Quand j'en avais lu beaucoup et que j'arrêtais de le lire, dans ma tête circulait en permanence non pas des mots véritables ou des phrases véritables, mais une sorte de musique ou de rythme, ou de milieu, au sens du milieu aquatique. Donc pour moi, c'est ça le rapport à la langue. Alors la question après, des questions sévères, de la grammaire, de la syntaxe, de l'apprentissage, sont des questions sévères, mais ça n'est rien les questions sévères, puisqu'elles sont toutes au service de ce sentiment océanique. C'est le sentiment océanique, c'est dans la langue que je l'ai. Et je me suis dit plus tard, peut-être que j'ai tort, mais que pour nous autres, issus des impropriétaires, le seul légitimité que nous pouvons acquérir, c'est dans la langue. Personne ne nous demandera l'autorisation et nous n'aurons à la donner à personne. Nous pourrons être en osmose immédiate avec cette langue. Et j'ai connu, moi, des paysans, des vignerons, des vieilles personnes et des moins vieilles et des jeunes qui avaient ce rapport incroyablement heureux avec la langue. Et je suis pas sûr qu'il n'ait pas un peu disparu. C'est une vraie question, ça. Alors c'est une vraie question. Dans un article récent paru dans Zadig de juin 2021, vous reprenez cette idée, mais vous la reformulez un petit peu différemment. Nous devons susciter face à un pouvoir orgueilleux qui se dit le maître des horloges, un peuple maître de la grammaire. La grammaire est la première partie de l'art de penser, selon Condillac, et c'est une idée que vous reprenez à votre compte.
Alors, il est évident qu'elle me revient maintenant, elle est devenue extrêmement préoccupante pour moi parce que vraiment, je constate que la langue n'est pas très bien traitée. Elle n'est pas très bien traitée, elle se prête assez facilement à une invasion un peu inutile de mots anglais dont on pourrait se passer. Je comprends très bien que pour se mettre à la mode, pour parler vocabulaire, tantôt de la mode, de la Fashion Week, etc., on mette des mots anglais. Ça, c'est presque rien. Mais que je connais des gens qui sont plutôt des gens instruits, qui pourraient parler un français, qui ne disent plus je fais mon courrier, mais je fais mon mailing. Je ne vois pas pourquoi on dit je fais mon mailing. Je trouve ça absurde et inutile. Donc, je trouve qu'elle n'est pas très bien traitée, à la fois par ceux qui pourraient la parler pourtant très bien. Elle n'est pas très bien traitée non plus dans la presse, à la radio, à la télévision, par les hommes politiques. J'entends des hommes politiques qui font parfois des constructions qui me paraissent tout à fait hasardeuses. Et c'est pas le fait de faire des fautes qui me gêne, c'est de ne pas avoir envie d'être en mesure de disposer d'une langue vaste, riche, drôle, argotique, très cultivée, ou au contraire volontairement populaire. Cluster, par exemple, il aurait mieux fallu dire foyer. Oui. C'est mieux. Ben oui. Foyer Mais oui, infectieux. bien sûr. Est-ce que ce sentiment océanique dont je parle, c'est une jouissance aussi de la langue. C'est pas simplement le fait de vouloir bien parler pour être bien vu et pas faire de fautes, de peur de se faire taper sur les doigts. C'est que il y a, dans le maniement de la langue, avoir le goût de la langue, le maniement de la langue, il y a une jouissance extraordinaire de la langue écrite et de la langue parlée. Et j'ai vraiment des souvenirs anciens. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'aime parler. Oui, je pense que ça fait partie de moi. Mais des souvenirs d'enfance et surtout de ce qu'on me rapportait de moi enfant, d'avoir parlé très tôt et très bien. Sans qu'on me le dise, pas parce que ma mère était institutrice, elle me disait pas, attention, tu fais une faute quand j'avais 2 ans. J'avais cette jouissance de la langue. Et la jouissance de la langue, c'est aussi, et maintenant je le constate, c'est pas seulement de parler une langue élevée, la langue cultivée, la langue de la littérature, c'est aussi parler toutes les langues. J'adore l'argot aux limites parfois, aux limites. C'est-à-dire que parfois on le sait bien, l'argot peut être presque grossier. Et j'essaie de ne pas tomber, bien évidemment, dans ce travers, mais il ne me fait pas vraiment peur. Donc je pense que cette jouissance de la langue, c'est ça qu'il faut transmettre. Il faut transmettre la langue comme une capacité, comme une richesse, comme une arme, et je vais y revenir, mais aussi comme une jouissance. Alors, Victor Hugo, il disait que l'argot, c'était comme une langue hantée sur la langue du peuple dans Le Condamné à mort, si je me souviens bien. Jules Michelet, en 1869, et je voudrais qu'on interroge ensemble cette question du peuple, parce que ça n'a plus le même sens aujourd'hui. À propos de la langue du peuple, voilà ce que disait Michelet. « Je suis né peuple, mais sa langue, elle m'était inaccessible. Je n'ai pas pu la faire parler. » Aujourd'hui, la langue du peuple, entre guillemets, parce qu'on verra précisément ce que ça veut dire, c'est aussi bien le rap qu'un certain nombre de parlers, disons, régionaux peut-être de moins en moins, mais bon, en tout cas, certes, des langues et des niveaux de langue qui sont tout à fait différents. Alors, cette idée de ne pas pouvoir accéder à la langue du peuple et en même temps, encore une fois, de vouloir que la grammaire et que la langue soient des prises de guerre. Est-ce que c'est pas contradictoire? Oui, parce que la douleur de Michelet ou la revendication de George Sand, c'est lié au 19e siècle. Ça a disparu, ça. C'est lié à un moment où, en effet, l'obligation scolaire étant ce qu'elle était, c'est-à-dire limitée, les parlers régionaux, populaires, ayant toute leur extension, étant donné que dans le Berry, on ne parle pas la même langue que dans les salons à Paris. Il y a donc chez George Sand ou chez Michelet le désir, et George Sand y parvient très bien, le désir de faire entendre cette langue qu'elle a entendue tout enfant, et
dont elle veut restituer à la fois l'originalité, la saveur, y compris les divergences par rapport à la langue dominante. Et pour Michelet, c'est véritablement, et il a raison, de même qu'on pense vers 1848 que chaque peuple a son âme dans sa langue, il pense que le peuple, tout court, a son âme dans sa langue. Et j'ai pu connaître, moi, 100 ans après, Michelet ou George Sand et la Première République, la Deuxième République, j'ai pu connaître dans le village où j'étais une pratique d'une langue qui était un parler, le parler angevin, avec son vocabulaire, sa syntaxe, que mes parents possédaient parfaitement, étant nés là. Bien évidemment, ce qu'ils enseignaient, c'était la langue des livres, la langue de l'école, la langue centralisée, mais ils n'avaient aucun mépris. Ils pensaient parfois que c'était des formes incorrectes, alors qu'en fait, elles étaient tout simplement plus anciennes. Mais j'ai été très frappé, moi, en lisant ensuite dans Madame de Sévigné ou chez Talleyrand des Réaux, des expressions de français que parlaient encore les paysans de mon village, parce qu'ils parlaient une langue plus ancienne. Mais ça a totalement disparu. Ça a totalement disparu sous deux forces. On a tendance à toujours penser que c'est la faute de l'école. Que l'école aurait tué le breton, étouffé le basque, neutralisé l'alsacien, fait mourir l'occitan et tué les parlers régionaux. C'est à la fois vrai et faux. Il faut jamais oublier que la langue française, la réclamation d'avoir une langue commune, elle est présente dans le peuple. En 1788, en 89, pendant la Révolution, nous voulons apprendre le français pour parler avec nos amis bretons, avec nos amis occitans, avec nos amis du Nord. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, en effet, oui, on peut dire que l'apprentissage de la correction linguistique, avec l'orthographe, avec la prononciation des S, comme dans les fameux moutons de Pagnol, a probablement contribué à rendre la langue populaire, à faire un peu honte d'elle-même. Et la langue populaire avait un peu honte d'elle-même, que ce soit la langue savoureuse du peuple parisien, des banlieues ou des régions, c'est évident. Le peuple a pensé qu'il parlait pas bien. Je ne parle pas bien, je parle pas comme à l'école. Et ça, je crois en effet que l'école a eu un effet positif en contribuant à la cohésion par l'enseignement d'une langue commune, et l'effet négatif d'établir des niveaux de langue, des niveaux supérieurs et des niveaux qui sont inférieurs, voire incorrects. Ça, je crois qu'en effet, Michelet en aurait beaucoup souffert, mais on est à un point encore bien plus avancé, si j'ose dire, aujourd'hui. Aujourd'hui, on est entré dans une période où la langue qui est parlée quotidiennement, couramment, par le peuple ou pas, par les gens qui parlent entre eux, est une langue qui est terriblement formée, voire formatée, par la publicité, le discours commercial avec ses expressions, ses tournures, et aussi avec une certaine manière d'avoir un rapport soi-même avec la langue qui n'est pas un rapport au fond très, comment dire cela, la langue me doit quelque chose et moi je lui dois rien. Et moi je crois que c'est faux. Je crois que je dois à la langue, je ne lui dois rien en un sens. Certainement, je ne dois rien à personne, je pourrais dire ça aussi, or je ne le pense pas. Je pense que ce n'est pas vrai que je ne dois rien à la langue. La langue telle qu'elle est, c'est la langue telle qu'elle s'est formée, telle qu'elle a été parlée, telle qu'elle a été écrite, telle qu'elle a aidé, ou parfois contrarié, telle ou telle dans ses expériences de vie. Et c'est tout cela que je prends en charge quand je parle ou quand j'écris une langue. D'où le fait que enseigner une langue qui soit la plus correcte et la plus riche possible devient forcément une arme pour pouvoir faire en quelque sorte la place de sa velléité d'existence dans le monde, à condition qu'on ne considère pas que la langue est à mon service et qu'on puisse répondre, mais moi j'ai le droit de faire ce que je veux, si je veux, je le dis comme ça, c'est ma façon. Non, je pense que si on raisonne de cette manière, on laissera entrer les du coup, hyper et autres, on va pas se mentir, qui sont des sortes de d'algues tueuses qui envahissent la langue d'aujourd'hui et qui sont vraiment détestables parce qu'ils n'appartiennent ni à la langue personnelle, ni à la langue écrite, ni à la langue d'un groupe, ni à la langue d'un peuple ou d'une tradition. Ils appartiennent uniquement à du communicationnel qui va pas durer, qui va simplement s'effriter. Ça, je suis d'accord, mais
par exemple, quand Alain Borrer, dans son tract qui est paru en juin 2021, qui s'appelle Speak White, quand il dit « c'est la grammaire qui pense », on voit très bien ce qu'il veut dire. C'est un peu l'idée, effectivement, de la langue et de la grammaire comme prise de guerre. C'est la grammaire qui pense. Mais est-ce que ça induit que, par exemple, un sujet, une personne qui userait d'une langue qui maltraite la grammaire, comme ça peut arriver par exemple dans le rap, ne pense pas? C'est un peu... Ça, là-dessus, évidemment, je ne serais pas d'accord. Je ne pourrais pas le seriez penser pas d'accord. nullement. Je ne penserais nullement, nullement. Ouais, voilà. Mais Donc, il faut bien voir d'ailleurs que le rap, c'est pas seulement une langue, c'est aussi un rythme. Oui, bien sûr. Et c'est que là, la langue, s'il y a eu des incorrections, la question du rythme, c'est autre chose. C'est comme une langue dans la langue. C'est comme une manière de chanter la langue. Et à ce moment-là, c'est un peu autre chose. Moi, je crois que si la grammaire pense, ça veut dire que on peut penser avec une grammaire personnelle. Est-ce qu'on peut vraiment développer une pensée à la fois autonome, émancipée, émancipatrice, en ayant une grammaire très pauvre? Je ne le pense pas. Qu'est-ce que je veux dire par pauvre? Je veux dire par là qui ne permettent pas la multiplicité des liens entre eux. Et pour permettre cette multiplicité des liens, je crois que le recours à la langue écrite est indispensable. Moi, je fais une petite parenthèse là. Je suis préoccupée. Je sais bien que ce sont les conséquences de la crise sanitaire et j'espère que ça n'aura pas d'effet au-delà. Qu'on puisse considérer que des épreuves écrites du baccalauréat peuvent être remplacées par des épreuves orales. Je pense que c'est catastrophique à plus d'un titre. Le seul titre qu'on a fait remonter, c'est que, ça va permettre à ceux qui sont de milieux favorisés s'expriment mieux. Alors là, je doute parce que je connais beaucoup d'enfants issus de milieux favorisés qui parlent pas beaucoup mieux que les autres. C'est bien, c'est une justice sociale. Je pense surtout que le recours à la langue écrite, mais ça veut dire le passage par la langue du passé et pas seulement la langue contemporaine. Il faut absolument l'enrichir. Le fait que le collège a été dominé pendant longtemps par la littérature, dite littérature jeunesse, elle peut avoir ses qualités. Ce n'est pas ça que je mets en cause. Sauf une chose, c'est que c'est une langue contemporaine. Alors que pour apprendre vraiment sa langue, il faut apprendre la langue d'aujourd'hui et d'hier et d'avant-hier même. D'où le fait de cette jouissance de la langue qui passe par l'enseignement, ce qu'on appelait le par cœur. Apprendre des poèmes. Apprendre un poème de Charles d'Orléans à un enfant d'aujourd'hui, quelle que soit son origine, sa famille, son milieu, sa langue maternelle et langue de sa mère, il apprend, Charles d'Orléans, il apprend une certaine jouissance dans la langue. Et je pense profondément qu'elle lui sera, elle deviendra. J'ai été très frappée, je la raconte cette expérience. J'étais dans un collège plutôt peuplé à 99% d'enfants issus de l'immigration, où on faisait des exercices d'écriture, de lecture, et ça se passait plutôt bien. Et tout d'un coup, l'un lave la main, il dit « Moi, madame, j'en ai assez, je voudrais dire un poème. » J'étais ravie, je lui dis « Vas-y. » Et il me récite « Le dormeur du Val ». Merveilleusement, sauf qu'il a oublié la fin. Et donc, il y a eu un moment de trou, parce qu'il ne retrouvait plus, il a 2 trous, etc. Une chose admirable, ce poème. J'étais très touchée par ça. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, ah oui, il est comme ça, il veut tout le temps apprendre des poèmes par cœur. Et en l'apprenant par cœur, qu'est-ce qu'il restituait? Non pas, comme on l'a dit parfois, il se croit obligé de répéter des poèmes parce que le professeur lui a dit non. Il y avait une véritable jouissance de mots que tout seul, il n'aurait peut-être pas trouvé, qu'il n'aurait pas organisé de la même manière. Donc, cette jouissance de la langue, elle est là aussi, dans la langue de l'autre, dans laquelle on entre. Et puisqu'il faut apprendre de vivre ensemble, apprendre aussi à vivre avec la langue de l'autre. Alors, ça renforce l'idée sur ce point qu'il existe donc une spécificité de la langue française. Quand Alain Borrer dit c'est une langue parlée, écrite, c'est-à-dire qui passe d'abord par l'écrit, et il cite effectivement des textes déjà médiévaux, enfin du Moyen-Âge, et donc il montre bien que sans ce passage, disons, par l'écrit, nombre de particularités, de spécificités du français ne sont pas justifiées. Moi, je vais pas jusqu'au bout, jusqu'où je pourrais le suivre. Ce que je sais, en tout cas, c'est que
telle qu'elle s'est constituée à travers les siècles, la langue française, elle s'est constituée effectivement de ce passage de l'écrit à l'oral et de l'oral à l'écrit. On le voit bien si on voit l'étude de Thibaudet sur Flaubert, par exemple, montrant comment Flaubert intégrait, payait de la galette, par exemple, qui n'est pas la langue qu'on parlait dans les salons, mais qu'on parlait à Yvetot, oui. Mais je crois que ce mouvement-là, l'enseignement peut le reproduire. Et ce à quoi je suis attaché le plus, moi, ce n'est pas tant à ce qu'est la nature de la langue française. Je me dis, je suis tombé dans ce bain. Si j'étais né en Allemagne, je serais tombé dans le bain allemand. Si j'étais né en Pologne, je serais tombé dans le polonais, et au Portugal, dans le portugais. Je suis tombé dans ce bain. Après, j'ai essayé d'apprendre d'autres langues, et je pense qu'il est bon d'en apprendre d'autres. Vous avez même traduit l'italien. Oui, j'ai essayé de traduire, c'est vrai. Pasolini, mais c'est vrai notamment. que ce que je pense profondément, c'est que la langue dans laquelle on est plongé par ce qu'on entend, mais il faut que l'enseignement nous aide à une immersion dans notre langue qui va devenir la langue dominante, en nous immergeant aussi dans des textes du passé, dans de l'écrit. Ça retrace certainement la phylogénèse ou même l'ontogénèse de la langue, mais nous devons la reproduire en chacun de nous. Il faut que chacun de nous, et c'est ce que disait très bien Alain dans ses propos sur l'éducation, je sais bien qu'Alain, on n'ose plus trop parler de lui aujourd'hui parce qu'on a découvert des choses pas très reluisantes dans son journal. Ben oui, ça m'ennuie beaucoup, vraiment. Mais je veux quand même pas cesser de lire les propos sur l'éducation à cause de ça. Malheureusement, ça devient très difficile tout cela. En tout cas, il le dit très bien. Il dit que lire tout haut, apprendre la langue d'avant et d'autour, c'est forcément accroître sa capacité. Mais c'est pas seulement une capacité à s'exprimer, c'est une capacité à être heureux. On est plus heureux si on a une langue plus vaste et plus riche. Combien de fois j'ai entendu des gens, moi, dire oui, ce qui me manque, c'est que je fais des fautes, ce qui me manque, c'est l'instruction, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup disent, oui, la langue est ce qu'elle est, je fais ce que je veux avec elle. Non. Je crois que elle peut faire beaucoup avec nous. Laissons-la s'emparer de nous. Elle peut faire beaucoup. À condition qu'à l'école, les professeurs soient persuadés que c'est une grande partie de leur rôle de professeur de français, professeur de lettres, c'est de procurer à l'élève cette jouissance de la langue, cette richesse de la langue, cette expérience de la langue. Mais Daniel Sanlave, est-ce qu'on n'est pas pris dans un mouvement, hélas, qui ne nous mène pas vers cet avenir, l'enseignement du français, vous savez bien qu'il décroît. Et pourquoi a-t-il décru en nombre d'heures? Alors, est-ce que c'est vraiment juste et vrai ce chiffre que j'ai lu chez Borer également? 630 heures d'enseignement du français par an auraient été supprimées au moins. Alors, je ne sais pas si c'est durant le primaire. Oui, je crois qu'il faut se référer au fameux site Sauver les lettres, qui est depuis 20 ans composé de professeurs de collège et de lycée qui ont essayé d'y voir clair là-dedans. Le nombre d'heures qui a disparu est considérable, c'est certain. Mais ce qui est tout à fait clair, je crois, c'est que si on regarde un peu la définition de la langue, y compris dans les sphères chargées décisionnelles, la langue est un instrument de communication. Non. C'est pas vrai. Bon, en plus, c'est faux. La langue s'enseigne de façon transversale. Vous apprendrez aussi bien la langue en faisant de l'histoire. C'est vrai et faux. Le fait que la langue doit être enseignée et doit être enseignée avec une simplicité. On a beaucoup compliqué pendant très longtemps l'apprentissage de la langue. On a voulu faire entrer dans l'apprentissage du français. Maintenant, on y a un peu renoncé. On a voulu faire entrer toute une série de formulations, d'analyses issues de la linguistique, de la grammaire qui se prête à ce genre d'études lorsqu'on est étudiant en lettres dans une université, certainement pas pour apprendre à des enfants dans les plus petites classes. Je crois qu'on a réellement un travail considérable à mener autour de qu'attendons-nous de l'enseignement de la langue et que sommes-nous en droit d'attendre des professeurs qui vont être chargés de l'enseigner. Et je crois que là aussi, il y aurait une vraie réflexion à mener sur ce qu'est l'enseignement de la langue à l'école primaire et sur la nécessité où on est que nous ne réduirons pas les inégalités qu'apportent avec eux des enfants qui ont, à l'âge de 3-4 ans, 5 ou 10 ou 100 ou 300 mots de moins que leurs petits camarades élevés dans des milieux plus favorisés. C'est évident. L'école ne va pas réduire cela, mais elle peut faire un travail qui, tenant compte de cela, fera accéder les enfants aux plus grandes chances
interne à leur maniement de la langue. Alors, parlons rapidement des langues régionales. L'immersion, c'est pas tellement votre Bon, faut d'abord se dire une pari. bonne chose, ça concerne un nombre d'enfants Très limité. extrêmement réduit, quelques dizaines de milliers peut-être au total dans toute la France. Moi, je distinguerais deux choses. La préservation des langues régionales me paraît absolument indispensable, autant que celle du patrimoine et de l'art architectural, fluvial, agricole, ou des fromages. Ça va de soi. Donc, je pense qu'il est tout à fait normal que des parents souhaitent, même si eux n'ont pas eu la chance d'y accéder, faire accéder leurs enfants à la langue que parlait le grand-père, par exemple. Ça, alors là, je le soutiens entièrement. Le grand-père basque ou breton. Basque ou breton. Et pour ma part, je redécouvre chaque fois que je le peux les beautés du parler angevin et j'essaie de ne rien perdre de toute sa richesse. Mais l'enseignement en immersion, c'est tout à fait autre chose. L'enseignement en immersion veut dire qu'on pourrait considérer qu'un enfant, depuis l'entrée à l'école jusqu'à la fin de l'école primaire, peut-être même jusqu'à la fin du collège, pourquoi pas jusqu'au bac, reçoivent un enseignement dans toutes les matières, uniquement en basque, en breton, en alsacien, en occitan, etc. Je pense que c'est une folie, tout simplement. C'est une folie. Parce que on peut faire accéder à cette langue régionale autrement, et je pense qu'il n'est pas bon qu'un enfant puisse ne pas avoir d'enseignement en français durant sa scolarité. Et j'ai entendu un argument l'autre jour dans un débat qui m'a sidéré, qui m'a dit « Mais bien sûr que si, le français, il le connaîtra, puisqu'il le parlera dans la rue, chez le coiffeur, au McDo, etc. » Bah oui, mais s'il y a des écoles, c'est qu'on considère que la langue qu'on apprend ainsi c'est pas suffisant, qu'on peut la perfectionner, l'améliorer, la structurer en l'apprenant à l'école. Il est criminel, faut peut-être pas employer des grands mots, mais il est fou de penser qu'on peut dispenser entièrement un enfant d'un enseignement suivi en français. Enseignement en français, et puis ensuite, qu'il puisse apprendre une langue régionale et beaucoup de langues nationales de divers pays, ben, j'en suis absolument persuadée. Moi, je regrette de ne pas avoir fait assez de langues modernes, puisque je faisais du latin, du grec, mais pas suffisamment de langues modernes quand j'étais élève. On apprend tout quand on est élève. Daniel Salna, vous étiez favorable à la féminisation des noms de métiers, mais vous n'êtes point du tout favorable à l'écriture inclusive. Parce qu'on ne change pas les réalités sociales et économiques en changeant la grammaire, c'est certain. Parce que je considère que faire attention et ne pas dire uniquement tous, mais bien dire tous et toutes, je suis pas hostile. Oui. Ne pas le répéter à chaque moment, mais on peut quand même le faire entendre. Et moi, quand j'étais professeur... On peut dire les habitants et les habitantes oui, on peut. de Paris. Et le général de Gaulle disait française, français. Oui. Et parfois, dans des auditoires à l'université, où il y avait 2 garçons et 66 filles, je disais « Merci les garçons, je mets la phrase au masculin pour vous deux, alors que toutes les restes sont des filles. » Donc j'étais d'accord. Mais l'écriture inclusive, je suis totalement contre parce que on peut pas la prononcer, on peut difficilement l'enseigner, et elle va compliquer l'apprentissage de la langue française pour ceux qui veulent l'apprendre à tout âge, que ce soit des enfants ou des adultes ou des étrangers, bien évidemment. Donc, j'espère que ça ne tiendra pas. Peut-être sera-t-elle maintenue pour des raisons plus idéologiques que véritablement solides dans quelques communications, mais vraiment, je la crois pas souhaitable. Je crois pas souhaitable, ni non plus qu'on invente ciel pour il et elle, yels pour il et elle. Je pense que c'est pas franchement utile. Je crois qu'on a commis une erreur en disant qu'on a imposé le masculin comme règle. Oui, il est clair que le masculin comme genre s'est imposé dans la langue, c'est certain. Est-ce que ça veut dire que, en le supprimant dans la langue, on supprimera les traces encore réelles de domination masculine? Je ne crois pas. Vous préférez dire auteur ou autrice? Je préfère autrice, parce que auteur oblige, oui, institutrice, actrice, parce que auteur oblige parfois à dire auteureux, de peur qu'on n'ait pas compris qu'on a mis un E. Et beaucoup disent une telle qui est une auteure, de peur qu'on n'ait pas compris. Mais je suis pour les mots épicènes, c'est-à-dire qui sont ni masculins ni féminins, les mots qu'on peut mettre au féminin, autrice, professeur, mais les élèves avaient déjà trouvé, ils disaient la prof, mais c'est parfait, l'article ça suffit, ça fait du féminin déjà, c'est bien. La prof, c'est bien. Qu'est-ce que vous proposeriez, comme réforme de l'enseignement du français, de la langue française? Comment réforme?
je pense qu'il faudrait réinventer quelque chose qui permette, non pas rouvrir les écoles normales, à mon avis, hâtivement supprimées en 1989 par Lionel Jospin et remplacées par les IUFM de triste mémoire. Passons. Oui. Remplacer eux-mêmes par quelque chose qui ne vaut pas beaucoup mieux. Passons. Je pense qu'il faudrait reconstituer quelque chose qui ferait que, prenant des étudiants, non plus à l'âge de 15 ou 16 ans comme du temps des écoles normales, mais plus tard, au moment du baccalauréat, on réintroduit vraiment une formation dédiée très strictement, très précisément. 2 années après le bac? Après le bac, de quelques années après le bac, bien sûr, après le bac, bien sûr, mais qui soit dédiée très précisément, avec un détail, un luxe de précision éducative, à la formation de professeurs des écoles, et pourquoi pas ne pas les appeler de nouveau instituteurs, qui vient de instituer, c'est-à-dire fonder. Je vois pas pourquoi c'est mieux d'être professeur des écoles que d'être instituteur. C'est beaucoup mieux d'être instituteur. On fonde quelque chose. Et je crois que c'est une erreur qui s'imposait parce qu'il fallait faire monter de quelques indices la rémunération. On a donc poursuivi le plus d'années possible après le baccalauréat la formation des instituteurs pour que, et pourtant on n'est pas arrivé très loin, leur rémunération progresse un petit peu. En réalité, ce n'est pas d'un bac plus XXX qu'il faut, c'est une formation vraiment dédiée. Je ne suis pas sûr qu'avoir une licence dans telle et telle spécialité puisse permettre en 1 an ou 2 de master de faire un instituteur. J'ai connu des étudiants qui me disaient eux-mêmes qu'ils étaient étudiants en lettres, ils avaient une licence de lettres, ils allaient donc vouloir être instituteurs. Ils m'ont confié, dans le temps où ils devenaient instituteurs, je regrette, je suis pas très fort en grammaire, j'ai peur d'avoir des problèmes quand je serai instituteur. Oui, j'étais pas très fort en grammaire, ça peut arriver. On peut avoir fait une licence, écrire assez convenablement, faire une petite faute de temps en temps, c'est pas pour autant qu'on est capable d'enseigner la grammaire. Moi, j'ai eu des étudiants qui étaient, certains pas très bons, d'autres moyens, qui se débrouillaient bien, qui rédigeaient assez bien. Le jour où ils vont devoir expliquer la différence entre le futur et le conditionnel, est-ce qu'ils en sont vraiment capables? Je ne sais pas. Et je ne suis pas sûr, quand je regarde les programmes de futurs instituteurs, que ces questions soient abordées comme elles le devraient. Je parle vraiment en toute franchise, j'accumule des dossiers, et j'accumule des renseignements, et dans l'ensemble, ils sont vraiment préoccupant. Je pense qu'on peut très bien avoir une licence et ne pas être capable pour autant. Moi, j'ai des amis anglais, quand je leur demande un truc que je comprends pas, ils parlent très bien l'anglais, ils me disent, excuse-moi, mais j'ai jamais été très fort en anglais, je peux pas te l'expliquer. On ne devient pas un formateur dans une matière uniquement parce qu'on la pratique. Il faut pouvoir l'analyser pour la transmettre. C'est ce qui, à mon avis, je ne parle que de la langue, je ne sais pas si ça n'est pas la même chose en maths. J'ai parlé avec des professeurs de mathématiques qui sont effarés des résultats en mathématiques, qui pensent que les résultats sont très mauvais parce que le français n'est pas bon. Ils comprennent pas le problème. Et que comme ils comprennent pas bien la question, ils y répondent de travers. Ça, c'est vrai. Mais qui posent aussi des problèmes sur la manière dont les mathématiques et le calcul eux-mêmes sont enseignés. Donc cette refonte, pour moi, je crois que le système de construire une formation d'instituteur sur un premier échafaudage de licence et tout, je crains que ce soit un échafaudage fragile. En tout cas, je reste uniquement dans la matière que je connais, c'est-à-dire les lettres. On peut parler, je conclus là-dessus, on peut parler et écrire un français plutôt bon, plutôt riche, et ne pas être en mesure de le transmettre à des enfants qui sont en situation d'apprentissage. Tout est là, à mon avis.